Good morning. Président, bonjour. Et bonjour à vous, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le juge. Good morning. Now, Le président, bonjour. Donc, nous allons reprendre le fil des questions qui vous sont posées par le procureur. Et pour ne pas perdre de temps, je donne immédiatement la parole au bureau du procureur. Madame Chubin, c'est à vous. Thank you, Mr. President. Good morning. Madame Chubin, merci, monsieur le président, et bonjour. Bonjour, madame. Alors, je vais revenir sur quelques sujets qu'on a discutés vendredi dernier. Et je vais commencer par vous poser une question sur Doucouré. Alors, vous nous avez dit la semaine dernière, et c'est au transcript, page 84, ligne 7, que le quartier Doucouré, c'est un centre où il y a beaucoup de magasins. En 2010-2011, à qui appartenaient les magasins à Doucouré? Les magasins appartenaient à des Ivoiriens et à des ressortissants de la sous-région. Quelle nationalité, par exemple? Des Nigériens, des ressortissants du Niger, des Nigérians, des ressortissants du Nigeria, des Maliens, des Burkinabés, en tout cas toute la sous-région, des Guinéens même aussi, et puis des Ivoiriens. Et les Ivoiriens qui avaient des magasins à Doucouré, étaient-ils d'une ethnicité particulière? Oui, en grande majorité des nordistes, des ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire. Alors, je vais retourner maintenant sur le sujet de la mort d'Ahmed Niakate, le 25 février 2011. Est-ce que Ahmed Niakate avait-il un autre nom ou un surnom que vous connaissiez? S'il avait un autre surnom, moi, ça, je ne sais pas. Mais nous, on l'appelait Ahmed. S'il avait un autre surnom, ça, je ne sais pas. Alors, vous nous avez décrit la scène de poursuite et de lynchage que vous avez vous-même observé du grain. Et vous avez précisé à la page 96, ligne 1, que vous avez observé cette scène du moment que vous avez entendu la meute le poursuivre en criant en assaillant. À ce moment-là, le réparateur de portable, il était où? Le réparateur de portable était à côté de sa... Il avait son atelier, il était juste à côté de son atelier. Et qu'est-ce qu'il... Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Le président, puis-je vous demander à toutes et à tous de parler plus lentement, de ne pas parler tant que l'autre orateur n'a pas fini de terminer, donc pas de superposition. Et j'aimerais demander au témoin de répéter le lieu qu'il a mentionné par
il était juste à côté de son atelier. Il était juste à côté de son atelier. Et à ce moment-là, quand vous avez entendu les cris et que vous êtes allé voir ce qui se passait, qu'est-ce qu'il faisait, le réparateur? En ce moment-là, il observait les manifestants de l'autre côté de la rue. Il observait aussi, parce que c'était c'était un grand cafouillage. Il y avait beaucoup d'ambiance dans les environs, donc chacun regardait un peu. Voilà. Et savez-vous si Ahmed le connaissait? Oui. Ahmed le réparateur du portable. Et en même temps, il faisait ce qu'on appelle ici les cabines téléphoniques, les appels payants. Donc souvent, comment on appelle, besoin de ces services. Et souvent, Ahmed allait là-bas pour appeler. Alors, vendredi, vous nous avez aussi expliqué qu'à un moment, un monsieur est arrivé et à la page 92, ligne 19, à ligne 28, vous avez décrit qu'il était en tenue bleu militaire, bleu marine et qu'il avait une arme. Est-ce que vous pouvez préciser le type d'arme qu'il avait? Oui, il avait une arme les Kalachnikov, là, c'est ce qu'il avait. C'est ce qu'il avait. Et qu'a-t-il fait après avoir tiré sur Ahmed Niakate? Lorsqu'il a fini de tirer, lui il s'est retiré. Il s'est retiré. C'est comme s'il était venu accomplir une mission pour partir. Parce que quand lui il est arrivé, les gens se sont un peu écartés. Ils ont de plus belle dit que c'est un assaillant, c'est un assaillant. Et bon, lui il a tiré et puis il s'est retiré. Et les gens ont continué de le taper, de le battre au sol. Hein? Mais lui s'est retiré. Et saviez-vous pourquoi Ahmed était ciblé? Pourquoi il l'appelait un assaillant? Je me dis que c'est parce qu'il fréquentait notre grain. C'est ce que je me dis. C'est parce qu'il fréquentait notre grain qu'il a été ciblé. Parce que nous tous qui étions au grain, nous étions ciblés. Moi particulièrement. Parce que on était considérés comme des personnes à non grata. Voilà. C'est parce qu'il fréquentait le grain. Donc, il était du mauvais côté. Il collaborait avec nous. Et tous ceux du grain même étaient menacés. Hein. Tous ceux qui étaient au grain étaient menacés. C'est après qu'on a su tout ça. C'est au fur et à mesure que les jours passaient, on recueillait des informations. Et pourquoi est-ce que tous ceux qui étaient à votre grain étaient menacés? Ils étaient menacés parce que, d'abord, la majorité, c'était des militants du RDR et par extension des militants du RHDP parce qu'il y avait une alliance qui avait été tissée entre le PDCI et le RDR en son temps. Donc, la majorité des gens qui fréquentaient notre grain, c'était des militants du RDR, des jeunes nordistes, la grande majorité. Et moi, j'étais un responsable local, comme je vous l'ai dit, et
travaillait contre eux sur le terrain dans notre zone. Et ça ne leur plaisait pas. Donc, nous n'étions pas du tout en odeur de sainteté dans leur camp. Et vous étiez menacé par qui? Bon, je peux dire qu'on était menacé par les partisans, les pro-Gbagbo. Parce que les jeunes patriotes, c'est des pro-Gbagbo. C'est des pro-Gbagbo. Les gens là qui venaient nous espionner, qui avaient des informations aussi par rapport à nos voisins, notre entourage, sur nous. Et voilà. Bon, pour cela, comment j'ai su, moi, que j'étais menacé, c'est quelqu'un de leur camp. C'est quelqu'un de leur camp qui me connaissait, qui a appelé Soro, qui est un ami à moi, pour lui dire que le jour où on a tué Ahmed, que moi j'étais très recherché et que certains même ont cru que c'était moi qu'on avait tué parce que physiquement j'ai pratiquement la même morphologie qu'Ahmed, mais lui il est un peu plus fort que moi. On a pratiquement la même taille, 1m80. Moi j'ai 1m80. Bon, lui je ne sais pas, mais on a à peu près la même taille. Mais il était plus corpulent que moi. Et il a appelé après que Ahmed soit tué. Quand nous nous sommes retirés, la nuit, Soro m'a appelé pour dire voilà l'information que je viens de recevoir. Voilà l'information que je viens de recevoir. C'est quelqu'un de leur camp qui l'a appelé pour dire de me prévenir d'être très prudent et qu'on cherchait à me tuer. Et Soro vous a-t-il dit qui l'avait appelé? La personne de leur camp? Qui c'était? Oui, c'était un jeune, un leader de la FESI. Un leader de la FESI dans notre secteur. Bon, je ne connais pas son nom à l'état civil. Je ne connais pas son nom à l'état civil, mais on l'appelait le Blanc. On l'appelait le Blanc. Il était un leader de la FESI dans notre zone. Et il fréquentait Soro, parce que Soro, c'est ce qu'on appelle chez nous, c'est un voyant. C'est quelqu'un qui consulte les gens. Donc, de temps en temps, le Blanc avait besoin de ses services. Voilà, chez nous, on appelle ça les marabouts. Donc, le Blanc avait de temps en temps besoin de ses services. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont liés d'amitié. Moi, je le connaissais parce qu'il venait voir Soro. Et à un certain moment, il a voulu collaborer avec nous. Il m'a demandé de l'introduire auprès de notre commissaire politique. Et bon, moi, j'ai trouvé cela suspect parce que il est de la FESI. On n'était pas très d'accord avec la FESI. Donc, je me suis dit que ça devait être une stratégie pour nous espionner. Donc, je n'ai pas accédé à sa demande. Mais on se connaissait, on se saluait. Mais jusqu'à présent, on se salue. Donc, c'est lui qui a appelé pour dire à Soro, attention, préviens ton frère Fatiga, parce qu'il est très très recherché. Certains même ont cru que c'est lui qu'on avait tué. Voilà. Quand est-ce que Soro vous a donné cette information? C'est la nuit du 25 février, c'est-à-dire après les événements. Moi, je suis rentré, j'habite un peu plus loin, je suis rentré chez moi.
Et quand Soro a eu l'information, il m'a appelé sur mon portable et il me l'a dit, faites très attention et vraiment prends soin de toi parce que voilà l'information que le blanc vient de me donner. Et comment vous saviez que le blanc était un leader de la Fichi? Ça, c'était connu de tout le monde dans le quartier. Or, les membres de la FESI venaient chez lui. Lui-même, il était étudiant en ce moment-là. Il était membre de la FESI, c'était un leader de la FESI. Il portait les t-shirts. Quand ils allaient chez lui, bon, souvent, il faisait des footings où il porte les tricots de la FESI Corse. C'est marqué dessus, FESI Corse. Bon, vous savez, on sait que c'est un leader de la FESI. Et vous avez dit qu'à un moment, il a essayé de collaborer avec vous. Quel genre de collaboration? Il a voulu collaborer avec nous sur le plan politique. Jean, il adhérait à notre parti, il allait travailler avec nous pour les élections et pour tout ce qui est politique. C'est ça qu'il voulait travailler avec nous. C'est-à-dire s'impliquer dans les affaires du RDR. Et à part être de la même taille, est-ce que vous avez eu des informations sur pourquoi est-ce que vous aviez été ciblé, vous auriez été ciblé au lieu de M. Niakate? Je vous ai dit, je suis responsable local du RDR. Et dans ce sens-là, je suis très actif sur le terrain dans ma zone. Et la petite histoire, il disait que j'étais l'intellectuel du grain. En fait, quand ils envoyaient de fausses informations, quand ils essayaient de déstabiliser nos militants, j'étais toujours là pour leur remonter le moral et démentir ce qu'ils véhiculaient comme mensonge. Voilà, ça je le faisais et tout ça, ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait pas. Donc, on me le disait. Peut-être que c'est moi qui ne le prenais pas très au sérieux. Je me disais que c'était des méthodes d'intimidation, c'est tout. Sinon, quand j'arpentais les couloirs du quartier, on me le disait. Et voilà, on va les tuer, ceux-là, les moussis. C'est comme ça qu'on nous appelait, moussis, assaillants, russes, et que sais-je encore. C'était des noms comme ça qu'on nous attribuait, les Russes. Donc, quand je passais dans les couloirs, dans les labyrinthes du quartier, on me reconnaissait. On ne me le disait pas directement, mais ça s'adressait à moi. Je ne suis pas quand même idiot. Donc, on disait, ceux-là, on va les tuer, ils vont voir ici. Donc, on disait ça, mais moi, je ne prenais pas ça au sérieux. Je me disais qu'on voulait un peu m'intimider ou casser mon ardeur à la tâche que je menais. Et est-ce que ça aurait été facile de vous confondre, vous et Ahmed Niakate? Aussi, parce que je suis de teint noir, il y a aussi des teints noirs, on a à peu près la même taille, et on porte le même nom aussi. Moi aussi, Fadiga Mamadou. Chez nous, le prénom musulman Mamadou, c'est un dérivé du nom du prénom Ahmed. Mohamed, Ahmed, Mamadou, Mahamoud, tout ça, chez nous les musulmans, c'est le même nom, c'est le même prénom. C'est le même prénom. Donc, il s'appelait Ahmed, moi aussi je m'appelais Ahmed. Alors certains m'appellent Ahmed, on m'appelle Mamadou comme Ahmed, c'est le même prénom chez nous les musulmans. C'est la même chose. Donc voilà, on avait la même corpulence, le même nom, le même teint, la même taille, pas la même corpulence, c'est parce que lui il était un peu plus fort que nous. Voilà,
Alors, vous nous avez aussi parlé d'un Techi Claude Oui, la semaine dernière. oui. Comment est-ce que vous le connaissiez? Je vous ai dit, nous sommes dans le quartier, nous vivons ensemble depuis de génération en génération, nous nous connaissons. Nous nous connaissons parce que nous habitons le quartier depuis très longtemps, nous sommes ensemble. Nous sommes des amis, on se connaît, c'est la politique qui est venue vraiment créer ce désordre-là. Je ne sais pas comment ça a pu arriver, mais c'est des amis, on se connaît. On a joué au ballon ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans pour certains qu'on vit dans le quartier ensemble. Donc on se connaît. C'est des amis d'enfance, on se connaît très bien. Et est-ce qu'il avait un rôle particulier pendant la crise post-électorale? Pour Claude, je ne lui connaissais pas un rôle particulier, sauf qu'il était pour Gbagbo, ça je le sais. Son parti c'était le FPI, ça je le sais. Mais est-ce qu'il avait un rôle particulier au sein de son parti? Ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il était pour Gbagbo, ça je le savais. Ça je le savais. Et vous nous avez dit qu'Adama Soumaro vous a dit que c'est lui qui a reconnu Ahmed ce jour-là. Savez-vous pourquoi il en voulait à Ahmed? Bon, je ne peux pas dire s'il en voulait particulièrement à Ahmed ou pas, ça je ne peux pas, je ne sais pas. Je rapporte ce que le compagnon d'Ahmed au moment des fêtes m'a rapporté. C'est ce que j'ai dit. Ils étaient deux à partir. Nous, on ne les a pas vus partir. Et c'est quand on a attrapé Ahmed qu'on a su. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le départ et la poursuite d'Ahmed? Je ne pouvais pas savoir. Mais je vous ai dit, je suis responsable de base. Alors, quand il y a des choses comme ça, j'essaie d'avoir les informations pour ma hiérarchie. Voilà, donc quand ça s'est calmé, nous nous sommes retrouvés chez mon ami Soro. Et c'est là que je lui ai demandé, mais comment est-ce que ça a pu arriver? Et il a raconté qu'ils allaient et que c'est Petit, c'est Claude qui a attiré l'attention des gens vers eux. Et que lui, il a eu la vue sauve parce que Ahmed a fui. Parce que je pense que si Ahmed n'avait pas fui, peut-être que c'est les deux, on aurait tué un, peut-être. Voilà, parce que Ahmed a fui, donc tout le monde a porté son attention sur Ahmed. Lui, il a pu s'écouter. C'est lui qui est venu pour raconter. Est-ce que vous pouvez nous donner l'autre nom de Soro, votre ami? Soro Suleiman. Le nom complet, c'est Soro Swakognon Suleiman. Souvenez-vous avoir donné une déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur en juin 2014 et qu'avec cette déclaration, vous avez fait 2 croquis. Oui, ils m'ont demandé de faire un schéma de l'endroit où les caisses se sont passées. J'ai fait ce schéma. D'accord, alors je vais vous montrer
Je vais vous montrer le premier de ces deux schémas et je vais vous poser quelques questions dessus. Je vais passer en anglais une seconde. It's Annex 1 to... Il s'agit de l'annexe 1 de sa déclaration CIV OTP 0058 0611. Numéro 2 de notre liste de documents. Documents confidentiels. I would imagine there's no reason. Maître Rocher, je ne vois vraiment pas pourquoi ce document doit être confidentiel. Quelles en sont les raisons? Le président. J'allais justement poser la même question. Pourquoi s'agit-il d'un document confidentiel? Madame Chubin, nous pouvons tout à fait modifier son statut pour qu'il devienne public. Le président, bien. Le greffier d'audience sur les lieux, Monsieur le Président, la version imprimée du document vient d'être montrée aux témoins. Le Président, je vous remercie. Monsieur le témoin, reconnaissez-vous ce croquis? Oui, je le reconnais. Est-ce bien un croquis que vous avez dessiné pendant votre entretien? Oui, c'est bien ça. Alors, C'est bien ça. C'est bien le croquis. alors, je vais vous demander de regarder la légende que vous avez fait en haut à droite Oui. et de confirmer les 4 éléments sur la légende. Oui. A, c'est le grain, oui. B, oui, c'est le lieu où on a tué Ahmed, oui. C, c'est le Parlement, oui. Le point, c'est le lieu où Ahmed a été brûlé. Je confirme. Et je vois des flèches rouges et des flèches noires. Pouvez-vous nous expliquer? Les flèches rouges, c'est pour montrer le chemin quand Ahmed et Adama partaient. Les flèches bleues, c'est le demi-tour que Ahmed a effectué quand il a été poursuivi. Et en haut, au milieu de la page, je vois 16e arrondissement. Oui, 16e arrondissement. C'est le commissariat du 16e arrondissement de Yopougon. D'accord, merci monsieur le témoin. Et j'en ai fini avec cette annexe. Alors, vous nous avez dit la semaine dernière qu'après avoir quitté le Grand, vous êtes allé chez Soro. Oui, c'est ça. Quand nous avons quitté le grain, quand ils ont fini de tuer Ahmed, bon, nous étions abattus, nous nous sommes retirés chez Soro. C'était celui qui était le plus proche de nous. Et combien de temps êtes-vous resté là-bas? Peut-être, pour moi, peut-être 1 heure de temps, une heure de temps comme ça. Voilà. Parce que nous n'avons pas quitté les lieux tous ensemble. Hein. Voilà, chacun est parti à son rythme. Parce que bon, on était abattus, on s'est réfugiés là-bas, et on s'interrogeait, on se posait les questions. C'est justement en ce moment-là que Adama Soumaoro a raconté ce qui s'était passé entre les départs et la poursuite d'Ahmed. C'est chez Soro même, que je lui ai demandé mais comment ça s'est passé. Il a raconté. Et il m'a dit. Et après être allé chez Soro, qu'avez-vous fait?
De chez Soro, moi je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez moi, je suis pas allé quelque part, je suis rentré chez moi. Parce que j'étais encore sous le choc. Donc je me suis retiré un moment chez moi à la maison. Et qu'avez-vous fait le reste de la journée? Bon, je suis resté un peu chez moi, le temps de récupérer. Et après, je suis ressorti parce que Blé Goudé venait de finir sa réunion au Baron et à la place CP1. Donc, j'ai été informé qu'il venait vers mon quartier. Ils étaient en train de faire une procession pour venir vers mon quartier. Et bon, à ce moment-là, je suis ressorti et je suis venu rester un peu. C'est pas le quartier. Je suis venu chez un ami photographe où je me suis assis un instant en attendant qu'il arrive vers le quartier. Alors, vous avez dit que vous avez été informé. Wait. Le président. Est-ce que le témoin pourrait se rapprocher du microphone parce que la qualité du son n'est pas très bonne? Peut-être qu'il pourrait ainsi l'améliorer en se rapprochant du microphone, pardon. Merci beaucoup. Allez-y. Qui vous a informé que Blé Goudé venait dans votre quartier? Bon, déjà, depuis la veille, on savait qu'il devait tenir une réunion là-bas. Et on avait des amis dans la zone où il tenait la réunion. On avait des amis là-bas qui nous ont informé que après la réunion, il a tenu un meeting à l'espace CP1 et après l'espace CP1, qu'il était en train de faire une procession et que la direction se dirigeait vers notre quartier, vers le terminus 40. Et aussi, dans le quartier même, les jeunes en parlaient. Les jeunes patriotes, ils en parlaient. Ils étaient un peu au courant du programme, donc ils en parlaient. J'ai su qu'ils passeraient par là. C'est comme ça que j'ai eu l'information. Alors, vous avez eu cette information et vous êtes allé chez votre ami photographe. Et ensuite, qu'avez-vous fait? Bon, je suis resté là en attendant que le cortège arrive parce que je voulais un peu savoir de quoi il s'agissait. Voilà. Est-ce que je voulais savoir, j'étais curieux de savoir. Ça aussi, c'est un peu mon rôle. Il faut aller un peu chercher l'information. Parce que peut-être après, tu vas rendre compte, on va dire, est-ce que Blé Goudé est passé vers chez toi? Comment ça s'est passé? Bon, il faut aller vers l'information. Il faut aller vers l'information pour pouvoir mieux appréhender les choses. Voilà, c'était mon objectif, ça. Et qu'est-ce que vous avez appris? Alors, donc, quand il est arrivé, au niveau du carrefour de la pharmacie Couté, c'est une pharmacie du quartier, voilà. Arrivé à ce niveau-là, il a marqué une pause, une escale, je peux dire. Ils ont quadrillé le carrefour et il est sorti à le bois de la voiture pour galvaniser ses partisans qui étaient sortis quand même nombreux. Voilà, pour
les galvaniser, leur donner un message. Et à ce moment-là, vous étiez où, vous, précisément? Bon, comme je vous l'ai dit, je suis un peu connu dans le quartier. Donc, il ne fallait pas que je me fasse trop voir. Donc, j'ai pris un chemin détourné, c'est-à-dire de chez mon ami le photographe. Il y a tout un espace occupé par les maquis. Un espace, il y avait deux voies en fait pour pouvoir aller à la manifestation, vers le lieu de la manifestation. Ben, j'ai pris le chemin détourné par les maquis. Il y a des maquis, voilà, c'était des petits chemins. Je n'ai pas pris la grande voie, c'était des petits chemins que j'ai empruntés pour aller sortir vers le côté du restaurant OBV. C'est un restaurant, un maquis qui existe encore. Qui existe encore. Voilà. Je suis allé sortir de ce côté-là pour ne pas que, en étant sur l'autre grande voie là, je suis facilement repérable. Là, c'est en plein dans mon quartier. Donc, je suis sorti un peu pour aller du côté un peu opposé. C'est là-bas que j'ai suivi. Et vous avez dit que Blé Goudet est sorti par le toit de la voiture. Oui. Et il a donné un message pour galvaniser. Oui. Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit? Bon, les paroles exactes, je ne peux pas le citer exactement, mais ce qui ressortait, c'est qu'il demandait aux jeunes de se tenir prêts pour défendre la Constitution, pour défendre la République, les institutions de la République. Et il leur demandait est-ce qu'ils étaient prêts? Est-ce qu'ils étaient prêts pour faire ce travail? Est-ce qu'ils étaient prêts? Voilà, je voulais ce genre de message-là. Il ne fallait pas laisser la République entre les mains d'aventuriers, des choses comme ça. Si c'était prêt pour défendre le pays, pour libérer la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce genre de message-là. Et il y avait combien de personnes qui l'écoutaient ce jour-là? Il y avait beaucoup de personnes. D'abord, il est venu avec des gens, il y a des gens qui le suivaient, pas de course, des gens qui le suivaient au pas de course, et puis peut-être les autres quartiers qu'il avait traversés. C'était une procession, il y avait des gens, il est venu avec des gens, et puis bon, les riverains qui étaient là de mon quartier aussi, ils étaient là. Donc il y avait quand même du beau monde. Et les gens, comment ont-ils réagi à son message? Ils étaient enthousiasmés, ça leur plaisait, ils étaient contents. Oui, on est prêt à défendre et tout. Ils approuvaient ce qu'il disait. Et la procession, il y avait combien de voitures dans cette procession? Le nombre de voitures, je me souviens au moins de 3 voitures. Hein. Je me souviens au moins de 3 voitures. Il y a la voiture dans laquelle lui-même il était. C'était une voiture 4x4. Les vitres étaient fumées. On voyait par l'intérieur. Et il y avait une pick-up, ce qu'on appelle chez nous les bâchers. Pick-up à l'arrière. Il y a des gens. C'était certainement ces gardes du corps, hein, parce qu'ils étaient encagoulés et ils avaient des armes. Kalachnikov, c'était peut-être sa garde. Il y en avait aussi à pied. Il y avait aussi des Kalachnikov. Voilà. Il y en a qui étaient encagoulés, il y en a qui étaient à visage découvert. Et devant,
devant la 4x4 de Blé Goudé, il y avait, je pense aussi, une autre 4x4 ou bien une bâche, je ne sais plus. Mais il y avait un véhicule encore devant. Donc je me souviens au moins de 3 véhicules. Et ces gens armés qui l'accompagnaient, il y en avait combien? C'était nombreux, je n'ai pas compté. Hein. Je n'ai pas compté, mais c'était nombreux. C'était nombreux, peut-être, je ne peux pas donner des chiffres, mais c'était nombreux. Il y en avait à pied, il y en avait dans la pick-up dont je parle. Il y en avait dans la pick-up, il y en avait à pied, qui encadraient un peu ce cortège-là. Et Blé Goudé, est-ce qu'il est descendu de la voiture ou non? Non, je ne l'ai pas vu descendre. À ce moment-là, je ne l'ai pas vu descendre. S'il est descendu ailleurs, ça, je ne sais pas, mais à ce moment-là, je ne l'ai pas vu descendre. Et quand vous dites Blé Goudé, vous parlez de qui exactement? Et de Blé Goudé qui est là, qui est devant vous. What question was this? Le président, qu'est-ce que c'est que cette question? Just wanted him to identify who he saw. Madame Chubin, c'est simplement pour identifier qui il avait vu. Le président, pour identifier qui il n'avait pas vu. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il n'avait pas vu Madame Chubin? Non, non, il a dit qu'il n'était pas sorti de la voiture. Goudé? Non, quand il a fini de donner ce discours-là, le cortège a continué. Le cortège a continué dans le sens terminus 40, Croix-Rouge. C'est un autre quartier de Pougon. C'est ce tronçon-là qu'ils sont empruntés. Ils sont allés du côté de Croix-Rouge, camp militaire. C'est ce tronçon qu'ils ont emprunté. Et vous, qu'avez-vous fait? Bon, j'ai encore emprunté mon chemin détourné pour me retrouver chez moi. Il ne fallait pas qu'on me voie. Avant de rentrer chez vous, combien de temps étiez-vous resté là, à observer la procession et le message? Peut-être 10-15 minutes. Hein. 10-15 minutes. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer le deuxième croquis, schéma que vous aviez fait pendant votre déclaration. It's item number 3 on our LOA. Madame Chubin, il s'agit du numéro 3 sur notre liste de pièces. LOM 058062 et c'est un document public. Le greffier d'audience sur place, Monsieur le Président, le document est actuellement présenté aux témoins. La version papier du document. Le Président, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, ce croquis devant vous, est-ce bien un croquis que vous avez dessiné pendant votre déclaration? Oui, c'est bien ce croquis-là. Est-ce que vous C'est bien ce pourriez croquis. confirmer la légende en haut à droite? Oui, la croix, c'est le lieu de parole de Blé Goudé, oui, c'est-à-dire au Carrefour. Oui, mon poste d'observation. Et puis le chemin du cortège, c'est correct. D'accord, merci, monsieur le témoin. J'en ai fini avec ce schéma.
Mr. President, I have a few small Madame Chauvin, j'ai quelques points encore à soulever. J'espère pouvoir terminer dans les 15 minutes qui suivent. Le Président, très bien, merci. Monsieur le témoin, pendant la crise, y a-t-il eu un moment où il y a eu des barrages dans votre quartier? Oui, oui, oui. Déjà, dès le 25 février, avec le message qui avait été donné de défendre la République, la Constitution et tout ça, de, de surveiller, parce que ce message aussi a été donné. Chacun devait surveiller son quartier, chacun devait être le gardien de son quartier, surveiller le voisin. Si on voyait des gens, des étrangers dans le quartier, c'était des suspects. Il fallait être vigilant. Ce message a été lancé. Ça aussi, ce message, il a été lancé par Blé Goudé. Voilà, ça, Blé Goudé, c'est lui qui a lancé ce message-là. Il avait dit aux gens de surveiller leur quartier, d'être les gardiens de leur quartier, de surveiller le voisin, toute personne suspecte, voilà, de signaler. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du 25, les jours qui ont suivi, immédiatement, les barrages ont commencé à être dressés. Il y en avait dans mon quartier. Il y en avait dans mon quartier. Comment avez-vous su que Blé Goudé avait donné ce message de surveiller son voisin? Il a passé le message à la télé, non? En tout cas, c'était dans les médias. C'était dans les médias. Il a passé ce message-là. Je ne sais plus bien la date, mais ce message, il a donné ça. Je sais qu'il l'a donné, mais je ne me rappelle plus tellement bien les circonstances dans lesquelles. Mais il a donné ce message. Il a donné. Ça, je suis convaincu de ça. Mais comment? Je ne sais plus trop. Parce que quand même, ça fait longtemps. Et une fois qu'il y avait des barrages dans votre quartier, après le 25 février, êtes-vous passé par ces barrages? Oui. Oui. À partir du 25 février, il y avait des barrages. Il y avait des barrages. Je suis passé par des barrages, mais pas des barrages de mon quartier. Alors ça, je ne pouvais pas commettre cette erreur-là. Je ne pouvais pas commettre cette erreur-là, d'aller passer par les barrages de mon quartier. C'est comme si j'allais me mettre à la gueule du loup. Surtout qu'on m'avait déjà averti que on voulait ma peau, donc je ne passais pas par ces barrages-là. Je suis un enfant du quartier, je connais très bien le quartier, donc j'avais des chemins détournés. Je sortais par l'arrière du quartier. Par l'arrière du quartier, là où on ne me connaissait pas. Là où on ne me connaissait pas, c'est-à-dire par l'arrière, c'est du côté de Kouté. Kouté, c'est un village ouvrier. C'est un village ouvrier qui est juste derrière le quartier au bord de la lagune. Donc, je n'allais pas, quand je sortais du quartier, je ne sortais pas par la voie principale. Tout ce côté-là, le côté pour aller vers le grain, je l'évitais. Donc, je passais par l'arrière. Mais pourquoi est-ce que vous deviez éviter ce côté-là? Je devais éviter ces barrages. Mais à partir du moment où on a tué quelqu'un devant vous, pour rien, parce qu'on dit que c'est un assaillant, et qu'on te dit que ça aurait pu être vous, mais il faut être prudent. Quelqu'un appelle pour dire que tu es recherché, on peut te tuer. On a même cru que celui qu'on a tué là, c'était toi. Mais à partir de ce moment-là, il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut être très prudent, c'est dangereux.
Pouvez-vous nous décrire ce qui se passait quand vous passiez à des barrages, les autres barrages où vous passiez encore? Oui. Je me souviens qu'une fois, je suis sorti avec un aîné dans le but de nous ravitailler en nourriture. Et comme je l'ai dit, c'est par l'arrière du quartier que nous sommes sortis. Là-bas, on ne nous connaît pas. Donc, c'est par l'arrière du quartier qu'on est sorti. Et on a utilisé des chemins détournés pour nous rendre jusque au camp militaire dans un premier temps. En fait, on cherchait à acheter de l'attiqué. Là, on était déjà en pleine crise. Hein. On allait pour chercher de l'attiqué. On est arrivé au camp militaire sans trop de bobos. On n'a pas vu de barrage, on est arrivé là. Mais il n'y avait pas d'attiqué là-bas. Donc, on nous a dit qu'on pouvait avoir de l'attiqué à Bobo-Doumé. Ça aussi, c'est un sous-quartier. Mais ce sous-quartier-là, il est sur le territoire d'Atekoubé. Il fait partie de la commune d'Atekoubé. Et donc, nous avons continué notre chemin. Et le premier barrage que nous avons rencontré, c'était au Koweït, au quartier Koweït. C'est là-bas qu'on a vu le premier barrage. Et quand on voyait les barrages comme ça, il fallait être très prudent. De loin déjà, quand vous voyez le barrage, vous vous arrêtez pour observer comment ça se passe là-bas. Parce que chacun avait, c'est des civils, hein, chacun surveillait son quartier à sa manière, comme on leur a demandé. Donc, il y a des barrages où les gens étaient vraiment très excités. Il y a d'autres barrages, par exemple, au contraire, qui étaient plus organisés. Bon, les barrages, selon les barrages, le comportement tenait. Donc, de loin, vous observez, vous vous mettez quelque part de manière discrète et vous observez le barrage. Vous observez le barrage. Et quand vous observez le barrage, il y a certains barrages où on exige la pièce d'identité. Des barrages comme ça, où on exigeait les pièces d'identité avant de passer. Ces barrages-là étaient très dangereux. Et quand il y avait des barrages comme ça, il fallait les éviter. Si moi je suis nordiste, je savais que c'est les nordistes qu'on cherchait. Donc quand il y a un barrage comme ça, mieux vaut retourner ou chercher vraiment un chemin très détourné pour éviter ce barrage-là. S'il n'y avait pas de chemin détourné, il était mieux de retourner. Voilà. Maintenant, au barrage du Koweït, donc, quand nous sommes arrivés, on a observé de loin. Là-bas, on n'était pas trop exigeant. On n'était pas trop exigeant. On demandait de brandir seulement la pièce d'identité. On ne lisait pas dessus. On ne lisait pas dessus. Donc, on a observé. Et les gens brandissaient. Une fois qu'on voyait que c'était une carte nationalité, une carte nationale d'identité ivoirienne, tu passais, mais avec ça en main. Bon, toute autre carte, là, on te mettait de côté. Donc, on a observé, on a dit, bon, ben, là, ça va. Comme nous avons des pièces d'identité ivoiriennes, si on les brandit seulement, qu'on ne lit pas dessus, ça peut aller. Donc, nous avons brandi aussi nos pièces d'identité et nous sommes passés à ce barrage-là. Et nous sommes arrivés jusqu'à Bobo-Doumé.